Question suivante. Oui, la Sarle Durand va déposer son bilan. Quel est le tribunal compétent? Alors, La solution serait-elle la même si on était en présence d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901? exactement. Donc, Alors, c'est pas le tribunal du commerce? pour la SARL, vous avez raison, quand une SARL va être en cessation de paiement, c'est le tribunal de commerce. Pourquoi? Parce qu'on est en présence d'une société commerciale. Et les sociétés commerciales sont régies par le tribunal de commerce. Mais est-ce que la solution serait la même si on était en présence d'une association qui n'est pas une structure commerciale? Mais une association peut déposer le bilan? Oui, une association peut déposer le bilan. Et je peux vous dire qu'il y a plein d'associations qui, du fait de Covid et qui n'ont pas eu de fonctionnement, peuvent être amenées à déposer le bilan, surtout s'ils n'ont pas eu de rentrée financière et qu'ils ont eu des salariés qu'ils devaient payer. Alors, si une association dépose son bilan, quel serait le tribunal? Ça serait le tribunal judiciaire. Voilà la particularité. C'est qu'en matière civile, pour tous les contentieux entre personnes physiques et personnes morales, il y a eu une grande réforme. C'est-à-dire que si le contentieux ne va pas devant une juridiction spécialisée, telle que Conseil des prud'hommes, tribunal de commerce, ou vous verrez tribunaux des baux ruraux, ça va devant le tribunal judiciaire, qui est l'ancien TGI. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je vais au TGI, je vais à côté du TGI, vous dites ça m'étonnerait parce que le TGI n'existe plus depuis le 1er janvier 2020. Enfin, c'est le nom qui n'existe pas, le tribunal, lui, existe toujours. Donc, il faut savoir que soit on est dans une juridiction spécialisée, on a vu pour l'instant tribunal de commerce et conseil de prud'hommes, soit ça va devant le tribunal judiciaire. Ok, donc ici, ça serait pour les associations, ça serait le tribunal judiciaire. Yasser, question numéro 3. Désolé, je suis encore en train d'ouvrir le Moodle, pardon. D'accord. Sébastien. La SA du Foin vient de vendre à Monsieur Lafeille, instituteur, une télévision. Celle-ci ne fonctionne pas bien. Après différents courriers, Monsieur Lafeille veut demander des dommages et intérêts pour les désagréments subis. Quel sera le tribunal compétent? Bien, alors, je dirais que ce serait le tribunal du commerce. Ouais, sauf que Monsieur Lafeille, lui, c'est une simple personne physique. Le tribunal de commerce, ça va être entre deux personnes morales. Donc, si c'est pas le tribunal de commerce, s'il n'y a pas de juridiction spécialisée qui va traiter cela, quel tribunal ça va être? Le tribunal judiciaire. Oui. Le tribunal judiciaire, celui qui juge toutes les affaires qui ne sont pas renvoyées vers un autre tribunal. Marquetta. Le petit Girard, sans camp, vient de casser les lunettes de son camarade de jeu Jean. Le montant du préjudice est de 200 €. Quel est le tribunal compétent? Donc ça sera le tribunal pour enfants, je crois. Alors, le tribunal, quand on va devant le tribunal pour enfants, il faut quand même un peu plus que casser les lunettes de son camarade. Quand on va au tribunal pour enfants, ce sont des problèmes comportementaux de l'enfant, des problèmes en lien avec ses parents. Donc le juge pour enfants, c'est le juge où on va placer l'enfant parce qu'il a commis un acte qui ne correspond pas ou qu'il était agressé par ses parents. Le fait, si on passait chaque fois que l'on casse les lunettes de son camarade de jeu devant le juge des enfants, je pense qu'il y aurait une file d'attente, qui serait quand même assez importante. Non, là on est juste sur un préjudice de 200 € qui n'est pas forcément volontaire, notamment à 5 ans.
quel peut être le tribunal qui va traiter cela? Du coup, le tribunal d'instance. Alors, avant, ça aurait été le tribunal d'instance, sauf que le tribunal d'instance a disparu. Et désormais, c'est le tribunal judiciaire. Le tribunal d'instance, c'est un tribunal pour les petits contentieux. Là, vous avez raison, sauf que vous avez juste 11 mois et demi de retard dans vos connaissances ou dans le site internet où vous êtes allé. Pourquoi? Parce que depuis le 1er janvier 2020, le tribunal d'instance a été fusionné avec le tribunal judiciaire. D'accord. Ok, merci. Héloïse. Monsieur Pompin vient d'être condamné par les tribunaux français pour complicité de crimes contre l'humanité. Il n'a plus de recours à sa disposition en France. Quel tribunal peut-il alors saisir? Alors, un tribunal que l'on va saisir, c'est un tribunal qui est un tribunal international, mais qui se situe en France. Ah, en France Mais ce n'est pas un tribunal français. Mais la particularité, c'est que son siège est en France. Et autre particularité, on en a parlé la dernière fois. C'est pas je sais plus exactement son nom, mais la Cour européenne. La Cour européenne des droits de l'homme, ben vous avez entièrement raison. Okay. La Cour européenne des droits de l'homme. Et ça sera jamais parce qu'au début, je pensais au tribunal qui est à La Haye. La Cour internationale. Alors, le tribunal à La Haye, c'est le tribunal des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une institution européenne, on est sur une institution internationale, mais qui se met en lien avec l'ONU. Et avec la particularité, c'est que le siège, c'est dans un pays de l'Union européenne, mais ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Mais c'est que pour des condamnations de crimes contre l'humanité, par exemple un dictateur qui fait tuer une partie de sa population. D'accord. Donc le tribunal de La Haye, c'est un tribunal international, alors que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un tribunal européen auquel la France a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. Romain. Lequel? Il y en a deux. Mais vous. Romain Lopez. Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas, de cette façon, Romain Buguet, c'est pour la prochaine question. Je traiterai tous les Romains ensemble. Allez-y. Monsieur Villa, membre du comité d'entreprise de l'entreprise Ternal, vient d'être licencié par l'employeur sans autorisation de l'inspecteur du travail. Quel juge peut ordonner sa réintégration? Quel juge peut condamner l'employeur pour délit d'entrave? Alors, quand on est en contentieux entre un employeur et un salarié, même si c'est un représentant du personnel, il faut une autorisation de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail n'a même pas été consulté. Quel est le juge qui peut réintégrer un salarié dans l'entreprise? Juge de faux? Quel est le juge des relations entre un employeur et un salarié? On l'a eu à la première question. C'est le truc pour les prud'hommes? C'est le conseil des prud'hommes. Vous avez raison. Et la question sera finie par l'autre Romain. Quel juge peut condamner un employeur pour délit d'entrave? Là, on va être sur un juge en matière pénale. Le juge qui condamne les délits. Qu'est-ce que ça pourrait être, Robin? Le juge d'instruction. Alors, le juge d'instruction, lui, c'est lui qui amène l'affaire devant le tribunal. C'est lui qui instruit l'affaire. C'est pour ça qu'on appelle ça le juge d'instruction. Mais quel va être le juge qui juge les délits en matière pénale? Si vous conduisez trop vite, plus de 50 km par rapport à ce qui est autorisé, vous avez un délit de grande vitesse. Vous passerez devant quel tribunal, Romain? Tribunal judiciaire, hein? Ah là, ça, le tribunal judiciaire, c'est en matière civile. Là, je parle d'un tribunal pénal. Ok.
si vous tuez quelqu'un par imprudence, si vous volez, si vous faites un abus de biens sociaux, si vous faites une escroquerie. Quel va être ce tribunal? C'est la correctionnelle, enfin tribunal correctionnel ou... Exactement, c'est le tribunal correctionnel. C'est le tribunal correctionnel. Thomas, question suivante. Lequel, monsieur? La 7. Ah non, mais quel Thomas, là, en fait? C'est qu'on est... Vous. Bon, parfait. Alors, une loi vient d'être adoptée par le Parlement. Devant quel tribunal monsieur Jurmer et son associé de consommateurs... Association. Ah, excusez-moi. Et son association de consommateurs peuvent-ils engager un recours pour faire juger qu'elle n'est pas conforme à la Constitution? Ça, on l'a vu la dernière fois. Quelle est la Cour ou le Conseil qui apprécie la constitutionnalité d'une loi, si une loi est conforme à la Constitution? Si une loi est à la Constitution. On l'a vu la dernière fois. Ouais. Il y a 9 sages, des anciens présidents de la République. C'est pas le Sénat, non. Ah non, ça, c'est pas le Sénat. Le Sénat, c'est le Parlement. Non, franchement, je ne saurais pas. L'autre Thomas? Le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel. Bonne réponse collective des Thomas. Clément. La 8. La CPM de Pau demande à Monsieur Jack de lui rembourser une somme versée sur son compte par erreur. Ce dernier conteste sa décision. Quelle est l'institution compétente dans ce domaine? Donc là, avant il y avait un tribunal qui s'appelait le tribunal des affaires de sécurité sociale, il a été supprimé. Donc quel est le tribunal, quand il n'y a rien de spécialisé, qui va être compétent? Je dirais que si c'est deux particuliers, c'est le tribunal judiciaire. Exactement, on est en présence du tribunal judiciaire. Vous avez raison sur ce point. Adja, question numéro 9. Alors, Mère Denise, étudiante en première année de droit, s'interroge quel est le tribunal qui tranche les rapports entre les fermiers ou métayers avec leurs bailleurs. Alors, vous remarquerez quand même que ça, c'est une question qu'on se pose pendant le confinement, parce que mademoiselle Denise, étudiante en première année de droit, si elle profitait véritablement de sa première année de droit, elle ne se poserait pas ce type de questions. Elle sortirait, elle serait sur le bord du canal, place Saint-Pierre, elle ferait la fête. Mais avec le confinement, voilà la question qu'elle se pose. Alors, Adja? C'est le tribunal des beaux ruraux. Exactement, le tribunal des beaux ruraux. Alors attention, hein, les beaux, c'est B-A-U-X, hein, c'est le pluriel de bail. C'est pas le tribunal des jolis agriculteurs, hein, les beaux ruraux. Donc c'est le tribunal du bail rural, c'est-à-dire les litiges concernant les locations de terre. Bon, c'est un tribunal qui n'a pas beaucoup de contentieux et un jour sera supprimé pour être rattaché au tribunal judiciaire. Mais bon, pour ça, il existe. Alexia. Oui, alors, un pays de l'Union européenne refuse d'exécuter une directive européenne qui autorise la commercialisation de certains produits en provenance de la Grande-Bretagne. Quel tribunal sera compétent pour sanctionner ce pays récalcitrant? Alors, c'est un tribunal qui se situe au sein de l'Union européenne. Quel va être ce tribunal? Un tribunal qui régit les relations entre pays de l'Union européenne et qui se trouve au Luxembourg. Oula, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on pourrait aider Alexia? Alors, quand vous faites votre recherche sur Internet, vous ne mettez pas place du Luxembourg, parce que là, ça... Oui, je ne cherche pas sur Internet. C'est à Paris. Hein. Mais un tribunal européen, une cour européenne qui se situe au Luxembourg.
Bah après, je peux chercher sur Internet, mais là, comme ça, je ne sais pas. Voilà. Ou alors, il y a d'autres personnes qui vont nous le dire. Alice? Du coup, d'après Internet, c'est la Cour de justice de l'Union européenne? Exactement. La Cour de justice de l'Union européenne. Ça, ce sont des choses que vous aviez appris quand vous étiez au lycée. Hein. Mais bon, vous êtes passé à autre chose sur ce plan. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant cette partie. Maintenant, nous allons attaquer la partie cours en lien avec le polycope que vous avez sur la plateforme. Alors, la partie cours, elle va se situer ici et là. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser, est-ce que vous voyez le polycope qui est affiché? Oui. Ok. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer les différents éléments, et à partir de là, nous irons faire des cas pratiques que vous trouvez également sur la plateforme. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est dans la première partie du cours, où on va s'intéresser à la notion d'entreprise, c'est arriver à déterminer la forme juridique d'entreprise que je peux être amené à prendre pour développer un projet. Tiens, imaginons que vous me proposiez un thème, une activité que vous pourriez être amené aujourd'hui à gérer, à effectuer en tant qu'étudiant. Vous avez un peu de temps libre, et du fait du confinement, vous avez des idées pour gagner un peu d'argent, pour gagner un peu plus d'argent. Qu'est-ce que vous pourriez proposer de chez vous, donc sans sortir, bien sûr en respectant le confinement, comme service et que vous pourriez être amené à facturer? Essayez de me trouver des idées où vous pourriez, du fait de votre compétence, être amené à fournir des services à des particuliers ou des entreprises. Qu'est-ce que vous sauriez faire? Du tutorat, non? Du tutorat. Alors, du tutorat vis-à-vis de qui? Je sais pas, des élèves lycéens, par exemple, ou collégiens. Des élèves lycéens. Alors là, habituellement, c'est soit des chèques emploi-service, soit on passe par une association, soit c'est du black. Donc, on va éviter cela. On va travailler. Ah, d'accord. On va essayer d'avoir, au-delà du tutorat, qu'est-ce que vous pourriez faire? Du web designing. Alors, Alice, il va falloir que vous mettiez votre micro un peu plus fort pour qu'on vous entende. Ah. Web designer, par exemple? Vous pourriez faire des designers. Auprès de qui? Des entreprises un peu indépendantes. Voilà. Donc, est-ce que vous avez chez vous, Alice, tout pour effectuer cette activité de designer à distance? Juste mon ordinateur. Est-ce qu'avec votre ordinateur et ce que vous avez, ça suffit? Oui, ça peut suffire. Voilà. Donc, nous avons un premier exemple. Nous avons un premier exemple avec Alice. Moi, l'exemple où je voulais vous amener, mais bon, je vais prendre le vôtre qui est tout aussi bien et encore meilleur parce que c'est vous qui me l'avez donné. Moi, c'était l'exemple d'apporter des services informatiques à des particuliers. Donc, vous rentrez dans l'ordinateur de la personne, vous lui mettez toutes les configurations, les pare-feux, les antivirus, etc., et vous faites facturer. Ce qui est à peu près la même chose, mais on va garder le principe du designer. Donc, vous avez des entreprises qui font appel à vous, et bien sûr, pas pendant les cours à distance, hein, bien entendu, mais le soir, le week-end, vous travaillez pour ces différentes entreprises. Comment vous allez vous faire payer, Alice? Par virement. Oui, ça c'est le moyen, mais dans quel compte?
Il faudrait créer un compte pour l'entreprise. Il va falloir créer un compte pour l'entreprise. Et donc, à partir de là, vous allez vous poser la question, est-ce que je vais gérer cette entreprise, parce que je vais être amené à créer une entreprise, soit sous forme de personne physique, soit sous forme de personne morale. En clair, est-ce que vous allez être ce qu'on appelle micro-entrepreneur, c'est-à-dire que certes, vous allez avoir un compte professionnel et un compte personnel, un compte professionnel et un compte professionnel, mais vous allez le gérer en tant que personne physique. Donc, vous n'allez pas créer ce qu'on appelle une société. Ou, deuxième hypothèse, vous allez être amené à créer une société avec tout le formalisme que ça peut avoir. La solution la plus facile pour vous, Alice, serait bien entendu de créer ce qu'on appelle une entreprise individuelle, c'est-à-dire une entreprise gérée par une personne physique. Donc une entreprise individuelle. Et quel serait le statut le plus facile à adopter quand on veut créer une entreprise en tant que personne physique? Quel est le statut qu'on peut mettre en place en peu de temps, en restant chez soi et en pouvant se déclarer totalement à distance? Auto-entrepreneur. C'est le statut d'auto-entrepreneur. Donc la particularité du statut d'auto-entrepreneur, c'est que je vais gérer l'entreprise en tant que personne physique. Donc, je déclare mon activité, il y a un compte distinct, mais c'est en tant que personne physique. En revanche, si je veux créer une société, il y a des démarches qui sont un peu plus lourdes en termes de temps, mais là, je vais être amené à avoir une personne morale, c'est-à-dire une structure juridiquement distincte de moi. Donc, personne physique ou personne morale. Dans tous les cas, la personne que vous allez créer, l'entreprise que vous allez créer, va avoir des éléments d'identification. Sa dénomination sociale, son siège social, sa nationalité, et nous verrons par la suite son patrimoine. La particularité qu'il y a ici, c'est que je ne peux pas exercer une activité si je ne suis pas déclaré. Tout à l'heure, je ne me rappelle pas qui a dit « je pourrais faire du tutorat ». Peut-être que certains d'entre vous donnent des cours particuliers. Je ne vais même pas faire un sondage pour savoir si combien d'entre vous déclarent véritablement les sommes qu'ils touchent. Si c'est de la main à la main, et là c'est mieux que ça soit du liquide, ou si c'est le chèque, etc. Voilà. Quand j'avais votre âge, je faisais aussi des cours particuliers et je ne me souviens pas, mais maintenant il y a prescription, je ne me souviens pas avoir déclaré, créé une entreprise. Alors, il y a des fois où j'étais payé en tant que salarié, mais voilà. Mais là, ce qu'on va vouloir créer, c'est véritablement une entreprise qui va avoir une facturation pour l'entreprise. Donc, personne physique ou personne morale. La facilité, la simplicité, c'est d'être amené à créer une entreprise individuelle. Pourquoi? Parce qu'une entreprise individuelle va présenter la particularité d'être une structure la plus souple possible, concernant à la fois sa création, mais également sa gestion. Pourquoi? Si on prend le cours, il y a plusieurs avantages qui sont donnés. Premier point, tout ce qui est démarche d'immatriculation. Force est de constater que lorsqu'on est en présence d'une entreprise individuelle,
on est sur des démarches qu'on va qualifier de simplifiées. Certaines, et la plupart, la plupart peuvent être, être mis, peuvent être effectués par Internet. Ça veut donc dire, ça veut donc dire que dans ce type de situation, je peux le faire de chez moi, et une fois que je suis inscrit, je peux commencer à exercer. Donc, si je suis entreprise individuelle, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, tout ça, ce sont des synonymes, les démarches d'immatriculation sont quand même simplifiées. Deuxième point, deuxième avantage, c'est qu'il y a des obligations comptables réduites. Surtout si je suis auto-entrepreneur, j'ai entrée-sortie, voilà ce que je vais être amené à mettre en place comme comptabilité. Simplicité de gestion, tout simplement, parce que si on n'est pas dans une société, il n'y a pas à faire des assemblées générales, des conseils d'administration. Je suis le seul. Si je suis auto-entrepreneur, je ne vais même pas prendre de salariés. À partir de là, je suis le seul maître à bord. Et quand j'ai un client, je travaille avec ce client. Et dernier point, il n'y a pas de capital social à réunir, tout simplement. C'est pour ça que j'ai posé la question, à Alice en disant attention, est-ce que vous avez tous les moyens pour mettre en place votre mission? Alice m'a dit oui, mais avec mon ordinateur et ma connexion Internet, ça suffit. J'ai peut-être les logiciels où je peux me procurer les logiciels. Vous n'avez pas besoin d'investissement, c'est juste votre force de travail qui mettrait en place cette activité. Donc, vous voyez bien par rapport à ça, si je crée une entreprise individuelle, c'est le principe de la souplesse, la facilité de mise en place et la souplesse dans son fonctionnement. Sauf que cette souplesse a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est-à-dire c'est un inconvénient, c'est que si je gère une entreprise en tant que personne physique, il y a un risque de confusion de mon patrimoine personnel avec mon patrimoine professionnel lorsqu'il y a une dette professionnelle que je n'arrive pas à satisfaire. Je vous prends un exemple. Alors, je vais être un peu plus âgé que vous, donc c'était pas dans ma thèse. J'avais travaillé pour un consultant qui habitait Poitiers et qui avait besoin d'un juriste un jour par semaine. Donc je travaillais pour lui à distance. Et la particularité, c'est que lui s'était créé sous forme d'entreprise individuelle. Et pour autant, il avait 4 salariés. Moi, je lui avais dit que c'était un peu étonnant d'avoir ce type de statut, mais bon, c'était pas à moi à juger à cela. Sauf qu'il a rencontré des difficultés financières, et ces difficultés financières, c'est qu'en clair, il avait confondu le chiffre d'affaires avec les bénéfices. Résultat, il s'est retrouvé avec une dette URSSAF, c'est-à-dire une dette sécurité sociale, de 150 000 €. S'il avait été sous forme d'une société, la société aurait été en liquidation judiciaire, si ça avait été une société à responsabilité limitée, et de cette façon, il n'aurait pas eu à payer la totalité, la totalité de ses dettes. La société aurait disparu. On se serait intéressé éventuellement à sa responsabilité pour savoir si c'était une dette intentionnelle ou pas. Et si ce n'était pas le cas, la société disparaît et la dette également. Sauf que lui, il était entreprise individuelle, donc il était responsable de ces 150 000 € sur son patrimoine personnel. Là, en tant que patrimoine personnel, qu'est-ce qu'il avait? Il avait juste sa maison qui était située dans la banlieue de Poitiers.
Et ces créanciers, c'était l'URSSAF, l'ont forcé à vendre sa maison, Particularité, cette maison valait juste un peu plus de 300 000 euros, donc lui a pu récupérer 150 000 euros. Sauf qu'en même temps, son épouse a demandé le divorce, et donc la moitié de la somme des 150 000 euros est allée pour l'épouse, ce qui était normal du fait de leur régime matrimonial. Résultat, ce monsieur s'est trouvé dans une situation où les 150 000 euros qu'il avait du fait de la vente de sa maison sont partis pour rembourser ses dettes professionnelles. Donc, quand on est entreprise individuelle, alors même chose quand on est dans une société, mais encore plus quand on est une entreprise individuelle, l'élément central que l'on doit prendre en compte, c'est comment protéger son patrimoine personnel. Je viens de m'acheter un appartement et je ne voudrais pas, je le rembourse chaque mois, je suis bien dans cet appartement, je ne voudrais pas que mon créancier m'oblige à vendre cet appartement et que je me retrouve sans appartement alors que je l'ai financé pendant des mois, voire pendant des années. Donc, ce risque concernant l'entreprise individuelle, le législateur a fait en sorte de limiter, au fil des lois, ce principe donc pour protéger son patrimoine personnel. Et donc, le législateur a élaboré un certain nombre de lois qui ont présenté la particularité de toutes s'appliquer à l'heure actuelle, mais pour certaines, il y a des démarches à faire et d'autres, non, pas aucune démarche à faire. Première règle qui a été mise en place, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'insaisissabilité. Autrement dit, si, par exemple, votre camarade Alice crée son entreprise de design, elle va se dire, j'habite dans un appartement ou dans une maison qui m'appartient, comment je vais être amené à protéger mes biens professionnels, mes biens personnels. La loi du 4 août 2008 lui offre la possibilité de faire une déclaration d'insaisissabilité devant notaire, c'est-à-dire qu'il sera publié au bureau des hypothèques. En clair, ça permet de protéger tous les biens fonciers, c'est-à-dire immobiliers, c'est-à-dire un terrain ou une maison, bâtis et non bâtis, non affectés à l'usage professionnel. Donc là, vous allez me dire, oui, mais alors il faut tous on va faire cela. Oui, ça, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut faire une démarche, saisir le notaire, que le notaire fasse cette déclaration, ce qui a un coût. Et en fonction de votre patrimoine, ça peut aller de 1 500 euros à 5 000 euros, par exemple. Donc je ne suis pas sûr qu'Alice, qui voulait créer une activité complémentaire, a envie de mettre 2 000 euros avant même d'avoir pu commencer à avoir des rentrées financières. Donc c'est une possibilité, mais cette possibilité s'est avérée, qui continue à exister, mais c'est une possibilité qui s'est avérée trop lourde à mettre en œuvre, d'où il y a peu d'entreprises, peu d'entrepreneurs individuels qui l'ont mis en place. Donc, deuxième étape, ça a été, attendez que je le cherche, la loi du 6 août 2015. La loi du 6 août 2015, c'est ce qu'on appelle la loi Macron, c'est la loi qu'il avait élaborée lorsqu'il avait été ministre de l'économie. Et donc, il avait mis en place, en prenant en compte les limites de la déclaration d'insaisissabilité devant notaire, il a mis en place que l'entrepreneur individuel qui crée son entreprise a deux droits.
sa résidence principale qui est considérée comme insaisissable par ses créanciers professionnels. Quand on dit la résidence principale, c'est l'endroit où il vit, où il est domicilié fiscalement, où il vit avec sa famille. Hein. C'est pas toutes ses résidences. C'est son domicile, c'est le lieu où il reçoit ses impôts, où il est référencé sur son bulletin de paie, s'il est salarié par ailleurs. Donc, la loi du 6 août 2015 a été une avancée importante pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de démarche à faire. C'est la résidence principale et par principe insaisissable. C'est donc une décision. Il n'y a aucune démarche à faire. C'est une règle qui s'applique de droit. Et en droit, quand on dit de droit, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des démarches particulières. Donc c'est une avancée, mais le problème c'est que ça ne concerne que la résidence, ça ne concerne que la résidence principale, ça ne concerne que la résidence principale. Sauf qu'il n'y a pas que la résidence principale, il n'y a pas que la résidence principale. Peut-être que vous, en tant qu'étudiant, vous n'avez pas, un fort patrimoine immobilier important, Vous pouvez avoir, par exemple une voiture. Vous pouvez avoir des comptes bancaires. Donc à partir de là, on s'aperçoit ici qu'il peut y avoir une situation particulière, comme quoi je souhaite protéger plus que ce qu'on peut protéger avec cette déclaration de plein droit, cette insaisissabilité de plein droit de la résidence principale. Donc, la troisième étape, ça a été la loi du 15 juin 2010 qui a mis en place l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Qu'est-ce que c'est cet entrepreneur individuel à responsabilité limitée? C'est un statut très original. Pourquoi? Parce qu'il s'inspire de la société à responsabilité limitée, c'est-à-dire d'une société. Qu'est-ce que c'est et quelle est la particularité d'une SARL? Dans une SARL, comme dans beaucoup de sociétés en droit français, un associé qui investit une somme, par exemple 3 000 euros qu'il investit dans le capital social, c'est que cette somme pourra ne pas lui être rendue si l'entreprise est en liquidation judiciaire. Pourquoi? Parce que dans cette situation, c'est le créancier pourra récupérer le capital social pour payer sa dette. Sauf que l'associé qui a mis 3 000 euros, il sait qu'il peut perdre ces 3 000 euros, mais il sait qu'il ne perdra pas plus que ces 3 000 euros. Donc si la dette est de 100 000 euros, la société sera en liquidation judiciaire et le créancier, celui à qui on doit de l'argent, à qui la société doit de l'argent, ne pourra pas se retourner sur le patrimoine personnel de chacun des associés. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des exceptions sur ce point, mais la règle générale est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? C'est que la SARL, c'est une société qui va beaucoup mieux protéger le patrimoine personnel de chacun des associés. Sauf qu'il faut faire un certain nombre de démarches. Alors, je vous montrerai par la suite qu'il n'y a pas forcément
de démarche si importante que cela. Mais bon, si on veut faire une activité qui dure 6 mois, est-ce qu'on va être amené à créer une société? Vous êtes en 4e année, vous voulez vous faire un peu d'argent en dehors de vos études, en espérant qu'à la fin de la 5e année, vous ayez un emploi rémunéré, que vous n'ayez pas besoin d'avoir une activité complémentaire. Donc, vous pouvez avoir peut-être envie de mettre en place une entreprise avec des clients pendant 1 an, pendant 1 an et demi. Est-ce que ça vaut le coup de créer une société? Pas forcément. Sauf que si vous créez une société, il y aura une meilleure protection. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissociation entre le patrimoine personnel et le patrimoine personnel. Et donc, en quoi la loi du 15 juin 2010 est une révolution? Tout simplement, c'est que ça permet à l'entrepreneur individuel de protéger son patrimoine personnel comme s'il était dans une SARL. Comme s'ils étaient dans une SARL. En clair, ce qui lui est proposé, c'est de faire une déclaration lorsqu'il crée son entreprise, où il va affecter à son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, les éléments qu'il estime relever de son activité professionnelle. Autrement dit, je suis à la Chambre de commerce et de l'industrie, que je déclare mon entreprise, et là on me dit, déterminez-nous votre patrimoine d'affectation. Et ce patrimoine d'affectation, ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est ce qui pourra m'être pris le jour où j'aurai une dette que je ne pourrai pas assumer avec mon compte professionnel, c'est-à-dire mon compte bancaire professionnel. Donc, ce qui n'est pas mis dans le patrimoine d'affectation, professionnel, ne peut pas être pris par le créancier professionnel. Donc, c'est une petite révolution juridique, tout simplement parce que l'entrepreneur individuel se voit protégé de son patrimoine personnel par défaut. C'est-à-dire que ce qui ne relève pas du patrimoine d'affectation professionnelle relève du domaine personnel, et si ça relève du domaine personnel, à partir de là, le créancier professionnel ne peut pas le prendre en compte. Donc, on voit bien trois situations pour protéger son patrimoine personnel. Soit une déclaration devant notaire, soit ne rien faire, et dans ce cas, on est en présence d'une protection que de la résidence principale, soit d'opter pour le statut de l'EIRL. Et l'EIRL, c'est faire une déclaration d'un patrimoine d'affectation à destination des biens professionnels. Petite précision, l'EIRL ne doit pas être confondu avec l'EURL. Donc une EIRL, ce n'est pas une EURL. Qu'est-ce que c'est l'EURL? L'EURL, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est donc une société, c'est une personne morale qui va être constituée par une seule personne. Par
une seule personne. Donc, un seul associé. Donc, c'est une personne qui n'a pas besoin d'avoir des associés, et qui veut opter pour une société à responsabilité limitée. Donc, pour peut-être s'inscrire dans la durée, dans la protection du patrimoine personnel. Donc, EIRL, c'est un entrepreneur individuel qui va avoir la protection de son patrimoine personnel, et l'EURL, c'est une société, autrement dit une personne morale, pour laquelle il ne va y avoir qu'un seul associé. Donc, vous voyez ce statut particulier qu'il peut y avoir avec l'entreprise individuelle. D'où la question qu'on va être amené à se poser. Quand est-ce que je vais opter pour l'entreprise individuelle? Je vais opter pour l'entreprise individuelle lorsque, premier point, je n'ai pas besoin d'investir des sommes d'argent importantes. Pourquoi? Parce que si je dois investir des sommes d'argent et que, par exemple, moi, je n'ai pas ces sommes d'argent, je vais devoir faire appel. Je vais devoir faire appel à qui? À des investisseurs. Et les investisseurs n'investiront pas dans une personne physique. Ils veulent investir dans une personne morale. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des parts sociales et donc un droit au dividende. Donc, si je n'ai pas besoin d'investissement, si je n'ai pas besoin d'autres personnes pour lancer mon projet, pour me financer mon projet, je vais opter pour une entreprise individuelle sous forme de personne physique. Si j'ai besoin d'investissement et que des personnes vont me donner de l'argent en faisant des apports, à partir de là, ils en voudront automatiquement un retour. Ça sera les parts sociales détenues. Et si ces parts sociales sont détenues, ils voudront des dividendes qui en découleront. Donc le premier critère, c'est est-ce que j'ai besoin d'autres personnes? Deuxième point qui va me faire opter pour une entreprise individuelle, comme je n'ai pas besoin d'investissement, j'ai envie de diriger seul mon entreprise. C'est la particularité du droit des sociétés, c'est que je vais avoir des associés et en fonction du nombre de parts sociales, il va falloir que j'ai vis-à-vis d'eux une véritable attention ou une attention limitée. Une attention limitée. Donc à partir de là, c'est ce qui va me faire opter pour une société ou pas. Si j'ai pas besoin d'avoir des associés, pourquoi créer une société? Si je crée une société et qu'on va être à deux associés à 50-50, 50% chacun de parts sociales, à quoi ça sert de créer une société? Si je crée une société, c'est pour gérer des investissements et pour arriver à déterminer qui va diriger la société. Donc, si je ne suis pas dans cette perspective, on va être en présence. Je pourrais faire le choix d'une entreprise individuelle. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Là, monsieur, on ne parle pas de société. Hein. On est, je veux dire, parce que les SA, les SAS, c'est bien SA, SAS, SARL, EURL, tout ça, ce sont des sociétés. D'accord. Autrement dit, ce sont des personnes morales. Ok. Pour créer une personne morale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir créer des statuts, première étape, et être enregistré à la Chambre du commerce et de l'industrie. Donc, ça veut dire qu'il y a un formalisme beaucoup plus important qu'en tant qu'entrepreneur individuel. Ce formalisme n'est pas si
si important que cela. Hein. Souvent, ceux qui disent « Ah ben oui, mais pour créer une société, il y a trop de démarches à faire », c'est faux. Si leur projet était rentable, il faudrait ce type de démarche, et à moins d'une matinée, ces démarches peuvent être effectuées. C'est vrai qu'il y a moins de démarches pour l'entreprise individuelle. Mais ce n'est pas le même projet. Hein. C'est pas le même projet. Vous ne créerez pas une multinationale sous forme d'entreprise individuelle. Oui, ok. Ouais. D'accord, Thomas? Yes, parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de faire la pause. Et on se retrouve sur la plateforme à 9h30. En espérant que Thomas Nivelet aura fini son café parce qu'il a du mal. Hein. Il devait être chaud à 8h15 et maintenant il doit être froid. Hein, c'est ça, Thomas? Non, je vais m'en faire un deuxième. Ah ben voilà, vous avez